Je la contacterai pour la suite. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Louis Vigneault, qui est donc l'expert chargé de la politique nationale sur les métadonnées et référentiels archivistiques du service interministériel des archives de France. Et voilà, donc qui nous, on a dû faire patienter un petit peu, mais merci pour votre patience et voilà, je vous laisse la parole. Merci, avec plaisir. Merci de m'avoir proposé d'intervenir dans le colloque. Normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que vous pourriez juste me Oui, confirmer? très bien. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. OK. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé la réversibilité des permaliens dans les marchés de prestations informatiques. En gros, c'est ce qui va participer de comment dire, la pérennité des permaliens transmis en fait de système d'information. Alors, c'est loin d'être parfait, comme vous vous en doutez, puis comme probablement vous le savez déjà. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on peut essayer d'améliorer. Donc j'ai beaucoup de diapos, vous allez voir, ne soyez pas étonnés, en fait je vais passer relativement vite sur la première moitié du document, puisque c'est plutôt des rappels de choses que vous connaissez déjà, c'est plutôt des éléments de contexte, et je me concentrerai un petit peu plus sur la deuxième partie du support. Alors, donc je suis Louis Vigneault, donc je travaille au bureau de l'expertise numérique et de la conservation durable au CIAF, au Service interministériel des archives de France. Vous voyez s'afficher l'adresse fonctionnelle du service si vous voulez nous contacter. Donc, on travaille à la fois sur la description et la description des archives et l'archivage numérique. Voilà. Je vous invite d'ores et déjà, si vous voulez en savoir plus sur le sujet des permaliens, à consulter la page suivante de France Archives qui distribue déjà beaucoup de ressources. Alors, pourquoi des identifiants indépermaliens? Bon, voilà une petite introduction. Vous êtes déjà probablement convaincu, mais voilà. Pourquoi des identifiants d'abord? Bon, on a besoin d'identifiants très clairement pour nommer les ressources de manière univoque et durable, pour être sûr de se comprendre entre nous et de pouvoir dialoguer entre systèmes d'information. Les identifiants permettent de produire des permaliens, et ces permaliens nous permettent d'améliorer l'interopérabilité. Voilà. Alors, quelques définitions d'identifiants pérennes, de permalien et d'arc. Je vous laisserai regarder tout ça à tête reposée. Et des exemples, en fait, du plus local au plus global. Donc, un identifiant global à l'échelle de votre système d'information, un identifiant global unique dans le monde, et un permalien qui est constitué, qui repose sur cet identifiant global. Voilà. Voilà quelques cas connus, enfin quelques cas classiques en fait de quand les identifiants pérennes ne sont plus vraiment pérennes et quand les permaliens sont brisés. Voilà donc quelques rappels des situations les plus courantes. Typiquement, les permaliens sont brisés quand il y a un changement du nom du site web en diffusion. Ça peut être un changement administratif ou lié à une réorganisation territoriale ou lié à des événements de communication, par exemple des rachats de sociétés ou des fusions de départements, par exemple. Ça peut être lié, même si le sujet se rejoint, à une refonte du site web. Donc ça peut être une évolution technique ou une évolution éditoriale du site web, ce qui fait que les chemins vers les ressources sont brisés. Ça peut être encore une fois un changement de fournisseur informatique. Donc tout simplement, si vous travaillez sur des contrats d'externalisation des marchés publics, si vous contractualisez avec une autre société, en fait, chaque société a son propre système d'URL. Et donc, voilà, ça rejoint, tous ces cas se recoupent, hein, mais en fait, ça permet de sérier les problèmes. Un autre cas, c'est si vous sollicitez plusieurs fournisseurs, par exemple si vous avez un fournisseur informatique pour votre système à métier et un système et un fournisseur différent pour votre site web, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément de très bonne coopération entre les différents outils. Et puis, le dernier cas de figure majeur qu'on va voir, c'est par exemple si vous avez des vues numérisées, que vous les positionnez dans une vision
et puis qu'à un moment donné, vous insérez en fait une nouvelle vue intercalaire. Donc ça peut changer l'ordre et donc les permanents. Alors, du coup, comment essayer de traiter une partie de ces sujets-là pour fiabiliser la citation des ressources? Donc là, je me place vraiment du point de vue de la citation en tant que chercheur. Comment vous allez faire pour fiabiliser la citation et l'accès à vos ressources dans le temps? Donc, on l'a vu, en fait, au-delà des paires maliens, enfin, au-delà des identifiants pérennes et de la mise en œuvre des protocoles ARC, en fait, la durée de vie réelle des liens est fortement conditionnée par la stabilité des URL de mon site web. Si mes paires maliens, enfin, si mes identifiants et mes liens ARC globalement restent valables, mais qu'en fait je change ce qui est positionné avant dans l'adresse de mon site, donc en particulier ben, le chemin ou tout simplement le nom de domaine, mon lien est brisé de fait. Donc ça pose la question de, au-delà du lien, enfin de l'arc et de l'identifiant, comment on peut jouer sur la partie en amont. Alors, vous avez une solution qui n'est pas magique, mais qui fonctionne quand même dans un certain nombre de cas, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un résolveur global. Ça permet, ça permet de répondre au cas d'usage de la citation. Bon, sans rentrer dans les détails, en fait, il y a un service gratuit qui s'appelle n2t.net qui vous permet en fait d'avoir une adresse qui est plus pérenne au-delà de la modification du URL des sites web. Alors, pour utiliser ce service, en fait, il suffit de disposer d'un NAN. Donc, en fait, un NAN, c'est un numéro ARC. C'est un service gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription. Donc, vous pouvez disposer de ce site à partir du moment où l'institution qui publie des informations a bien un NAN. Donc, comment s'en servir? C'est très simple. Si vous regardez les deux exemples qui sont en jaune en haut de la diapo, vous avez votre permalien actuel. Donc, par exemple, une ressource, une vue numérisée sur le site des archives du Cantal. Et en fait, vous prenez la fin de l'adresse, donc à partir de arc 2.16.075, etc. Et vous remplacez en fait la racine du site par la racine n2t.net. Et vous allez voir, en fait, c'est une redirection automatique, ça pointe exactement sur la même ressource. Le seul point qu'il faut avoir en tête, c'est que le créateur du site, enfin l'éditeur, donc là ici les archives de Cantal, si elles changent de leur chemin, en fait il faut qu'elles mettent à jour ce chemin sur le registre du NAN. C'est la seule contrainte. Et du coup, vous pouvez continuer à citer la bonne ressource, quelle que soit la transformation du nom du site et du chemin qu'il y a avant le lien ARC. Alors, pour obtenir un numéro NaN, en fait, bon, bah voilà, c'est le formulaire actuel. Bon, ça vous concerne si vous êtes diffuseur d'informations, pas forcément, pas du tout si vous êtes réutilisateur, mais voilà quelques informations qui vous permettent de créer ou de consulter les identifiants NaN des institutions qui en possèdent déjà. Alors, si on s'intéresse du point de vue de la réversibilité des marchés des prestations informatiques. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pensez bien, si vous êtes éditeur, à actualiser votre NaN. C'est-à-dire, si vous avez un changement de nom de domaine, d'adresse de votre site, il faut que vous rentriez, il faut que vous déclariez au registre NaN une actualisation de votre nom de domaine avec l'adresse qui s'affiche en bleu, la Google Docs. Voilà. Vous avez un exemple en bas. Par exemple, en fait, ça vous amène à actualiser les deux lignes en jaune. When, où vous avez là actuellement, vous avez la date de dernière modification. Donc, ça va être modifié là. Et where, qui correspond à la racine du site qui potentiellement va changer. Et si vous faites ça, en fait, ça permet d'utiliser le résolveur global n2t.net et d'accéder à vos ressources. J'insiste un peu parce que la solution du résolveur global ne fonctionne qu'à condition que ici l'éditeur du site ait bien fait cette modification, sinon vos liens vont être brisés de la même manière. Euh, alors, du point de vue, si vous êtes éditeur de contenu, donc par exemple une société d'agrégation ou un service d'archives, ce qui est important de faire dans ce sujet, c'est de concevoir la relation avec vos éditeurs de logiciels.
Alors, c'est plus simple à dire qu'à faire, puisque ça dépend de multiples facteurs. Si on se place d'un point de vue un petit peu théorique, l'enjeu pour le service d'archives qui contracte une offre auprès d'un éditeur, c'est de garder la maîtrise en fait de ces identifiants qui sont vus comme des objets métiers et pas comme des objets techniques. L'idée, c'est d'organiser la résilience, en fait, et de pouvoir améliorer l'interopérabilité entre les différentes briques du système d'information, et donc de produire des passerelles, en fait, temporelles entre les différentes générations de systèmes d'information, que ce soit des transformations, enfin des changements de marché public ou des changements technologiques. Donc, l'idée, c'est d'améliorer la continuité de service à la publication des contenus et des permaliens. Si vous travaillez sur ces sujets-là à l'intérieur d'un service d'archives, essayez de réfléchir à une politique autour des identifiants pérennes qui transcende les marchés successifs, les choix organisationnels ou techniques et les logiciels mobilisés à date. Alors, le plus raisonnable, c'est de discuter avec son fournisseur informatique, donc sa DSI et ou son éditeur de logiciels, et de discuter de ce qui est faisable ou pas pour essayer d'organiser justement quelque chose qui est une politique qui est la plus durable au sens la plus longue possible. Voilà, il faut que ça se fasse d'un commun accord avec les parties. Si on se place dans une optique de marché public ou en tout cas de contrat de prestation, il faut bien répartir les rôles. Le service d'archives ou l'éditeur en fait élabore une politique d'identifiant. Par exemple, peut essayer de cadrer avec le formalisme les longueurs de chaîne, les caractères autorisés, les caractères de contrôle, etc. Il la soumet idéalement à son fournisseur qui s'adapte ou qui propose une contre-proposition. Et donc, on tombe d'accord sur un formalisme lié aux identifiants. Et un dialogue s'instaure entre les parties pour essayer de trouver quelque chose qui est à la fois convenable pour le service et qui est faisable par le fournisseur informatique. Si vous voulez formaliser cette vue théorique, en fait, le plus simple, c'est d'exprimer ça dans un cahier des charges quand vous passez un marché ou quand vous contractualisez d'une manière générale. Alors, d'un point de vue organisationnel, le cahier des charges encadre les relations bilatérales entre le nouveau titulaire du marché et le titulaire du marché qui s'achève, donc pour organiser ce qu'on appelle la phase d'initialisation. En gros, c'est un tuilage entre deux fournisseurs. Le titulaire et son client, donc le client, c'est le service d'archives et ça ici, et le titulaire et le titulaire du marché suivant. Voilà, la phase de réversibilité. Le cahier des charges du nouveau marché de prestations informatiques, en fait, concrètement, doit essayer d'établir une passerelle entre la situation existante et la nouvelle situation qui va résulter du nouveau contrat. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en annexe du CCTP, donc le cahier des clauses techniques particulières, vous pouvez produire un annuaire des identifiants uniques et permaliens qui existent sur votre système et pour faciliter la migration. Et soit vous demandez à les reprendre telles quelles dans le nouveau système, soit vous demandez à vos interlocuteurs informatiques d'établir des tables de correspondance pour faire des redirections automatiques. Et si vous le pouvez, des journaux de traçabilité actualisés issus du marché sortant qui expliquent en fait les modifications qui ont eu lieu, les fusions, les suppressions d'identifiants, les dépublications, des choses comme ça. Bon, ça c'est du bonus. Le plus important, c'est l'annuaire d'identifiants uniques à migrer qui vous permet d'établir des tables de correspondance ou de reprendre tel quel. Voilà. Et en rapport à ce que je disais juste avant, il y a, si vous le pouvez, mais c'est pareil, c'est du bonus, ou en tout cas vous pouvez faire quelque chose de relativement simple, un plan détaillé de réversibilité entrante pour expliquer en fait aux nouveaux prestataires les actions que vous souhaitez qu'ils réalisent, typiquement des imports d'identifiants précédents ou des tables de correspondance. Donc ça doit être formalisé dans un document contractuel. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail, mais en tout cas, il faut expliquer ce qui est attendu, en tout cas du point de vue de la prestation. Et dès le début du marché, idéalement, vous devez imaginer le plan de réversibilité sortante. C'est-à-dire ce qui va se passer en fait une fois que vous quitterez votre fournisseur. C'est la démarche en miroir, ce qui rentre, ce qui sort, et ce qui sort et ce qui rentre. Donc c'est bien d'anticiper un petit peu sur quelques années et d'avoir une vue sur ce que vous allez demander d'un point de vue contractuel.
Donc, un annuaire d'identifiant, ça peut ressembler à ça. Bon, vous allez en avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Mais dans l'idée, c'est un tableau à trois colonnes. Une première colonne avec vos identifiants uniques, qui sortent de votre système. Le type de ressources. Donc, est-ce que ce sont des notices? Est-ce que ce sont des vues numérisées, des référentiels, etc. Et puis, le nom de la ressource dans votre système. Par exemple, si c'est une image, ça va pointer vers un JPEG ou vers une notice, etc. Voilà. Les journaux des événements, ça peut ressembler à ça. Pour chaque identifiant, en fait, vous tracez les événements avec la date pour savoir, par exemple, s'il y a eu une attribution d'un identifiant, vers quoi ça a pointé, ou une dépublication, une fusion, etc. Bon, voilà, ça c'est du bonus, mais ça participe vraiment de la gestion du cycle de vie de l'information. D'une manière générale, ça peut être assez intéressant. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que ça n'était pas trop rapide ni pas trop abstrait. Je vous remercie. N'hésitez pas à me poser des questions. Je ne vais pas gêner. Donc, je voulais juste, monsieur Mio, c'était super. Bravo. Il y a déjà une question. Le SIAF prévoit-il une date pour formaliser une norme à suivre par les prestataires informatiques? À vrai dire, non, puisque en fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est des préconisations, mais chaque fournisseur, hein, enfin chaque éditeur de logiciel est totalement libre de définir sa politique d'identifiant ou les spécifications de ce logiciel. On ne peut pas obliger à faire des choses. Nous, on est plutôt là en conseil. Donc, l'idée, c'est de travailler en fait vers des solutions qui soient consensuelles, qui pourraient être adoptées par plusieurs éditeurs de logiciels pour essayer d'améliorer l'interopérabilité et que ce soit mieux à la fois pour un éditeur de logiciel qui prendrait un nouveau marché, qui pour lui, ce serait plus facile de s'adapter à la situation si elle est relativement conforme à ce qu'il attend et pour un service d'archives qui voudrait passer d'un éditeur à un autre et ou qui voudrait utiliser plusieurs solutions logicielles. Donc voilà, donc on est plutôt en fait dans la fluidification et le dialogue, mais ça passera pas du tout par une norme ou quelque chose, une circulaire ou quelque chose d'imposé, parce que ça fonctionnera pas vraiment, ou alors si on fait une norme, ça mettra vraiment beaucoup de temps à être établi et ce sera assez douloureux, on va dire. Donc voilà, mais il semblerait quand même que le sujet soit consensuel et que tout le monde ait envie d'avancer vers ça. Il faut juste qu'on trouve un petit peu d'énergie à placer dans le sujet pour faire avancer à quelques réunions encore, mais il y a un bon écho sur ces sujets. Merci, Monsieur Vigneault. Mais cependant, enfin, je n'ai pas bien compris la raison, la motivation qui inhiberait totalement la création d'une norme pour les marchés publics, hein, sur ces histoires de facilitation de la pérennité et de la réversibilité des permanents. Une norme intelligente, on ne peut pas dire demain on fait tous comme ça, mais avec un échéancier. Enfin, excusez de ma métaphore, mais c'est comme si on disait on ne peut pas imposer de rouler tout le monde à droite ou tout le monde à gauche, peu importe. Et puis, bon, ben, cas un cas, on va recommander que les gens roulent à droite. Et puis, bon, ben, si de temps en temps, il y en a qui roulent à gauche, on verra comment on fait. Enfin, ma métaphore n'est pas forcément bien choisie, mais qu'est-ce qui empêche de créer une norme de mettre un échéancier pour que ça soit acceptable par tout le monde, s'il vous plaît? Oui, vous avez raison. En fait, quelque part, rien n'empêche de faire une norme. On pourrait faire une norme. Simplement, vu les premières discussions qu'on a eues sur le sujet, avec plusieurs parties, donc au SIAF, mais des éditeurs de logiciels, des services d'archives, des usagers, etc., il apparaît qu'il y a bien un besoin, mais que le fait de passer par une norme, c'est peut-être une réponse qui est surdimensionnée, puisqu'en fait, le sujet fait consensus. Donc, en fait, nous, l'optique vers laquelle on tend, c'est plutôt d'essayer d'avancer en format consensus, en essayant de se mettre d'accord de manière, on va dire, relativement informelle, puisque tout le monde a l'air globalement d'accord. Maintenant, il faut juste définir les modalités et puis que ça se fasse progressivement et que les éditeurs, au fil de leur migration, adoptent ces choses-là au rythme de ce qui est aussi acceptable pour eux. La norme est possible en réalité, mais disons que
ça nous semble un peu surdimensionné par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà. En réalité, ma question est mal placée, enfin posée, c'est plutôt, vous voyez, je voudrais, en tant qu'association internationale, diffuser des archives, etc., avec des pères maliens, évidemment, pour rester dans le thème de la réunion. Si je demande à des informaticiens de me faire un système d'hébergement et de site web, etc., je vais rester dans ma vision archivistique des choses et je vais avoir du mal à leur dire, bah, appuyez-vous sur la norme JT432 bis, machin chose. Et donc, en me disant ça doit bien faire. Et alors, ils vont me dire, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Et là, je vais être complètement démuni, alors que si j'avais un livre blanc, si vous voulez pas dire norme, édité plutôt par un géant de l'archivistique, le SIAF me semble particulièrement bien positionné dans ce créneau-là. Bah, nous, diffuseurs d'informations, bah, on va passer un temps fou à mal dire ce que l'on veut, qui serait déjà dans un livre blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord, ok, je comprends mieux. D'accord. Bah, en fait, oui, oui, je vous rejoins. En fait, oui, parce que la norme, c'est quelque chose de particulier, avec un travail avec soit la FNOR, soit l'ISO. Enfin, voilà, on arrive tout de suite sur des instances nationales ou internationales. C'est des groupes de travail qui sont très consommateurs de ressources, hein. Donc, voilà, c'est vrai qu'on n'était pas parti du tout sur ça. Par contre, je vous rejoins. Si maintenant vous me parlez de livre blanc, il n'y a pas de souci. Le SIAF peut, peut peut publier quand même un document qui explique en fait ce qui est attendu. Après, ce sera pas contraignant, ce sera pas un document contraignant, mais ça va être ça peut être un document qui est une forme de préconisation et qui sera publié sur France Archives en expliquant, voilà, après un travail d'expression de besoins et de dialogue consensuel entre toutes les parties, voilà ce qui peut être fait pour essayer d'harmoniser les pratiques. Voilà. Donc ça pose aucun problème, on peut le faire. Simplement, ce travail a commencé et il n'a pas encore abouti pour des questions de temps, de ressources, mais je vous rejoins sur le fait que ce serait utile et on peut le faire. On peut le faire. Et raisonnablement, parce que c'est un travail énorme, même un livre blanc, ça se fait pas comme ça. Ça serait, si si c'était fait sous, sous l'égide du SIAF, ça serait pour quelle échéance d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, le livre blanc, qu'est-ce qui est raisonnable d'espérer? Je peux pas vraiment vous dire. Moi, j'aurais tendance à dire 2, 3 ans, mais en fait, ça dépend pas vraiment du SIAF. C'est-à-dire que si on part sur ce genre de choses, le SIAF serait un pilotage. Mais derrière, il y a toute une série d'acteurs. Vous allez avoir des services d'archives de différentes tailles. Vous allez avoir aussi tous les éditeurs de logiciels, en tout cas les plus importants. Ça va dépendre du rythme qu'on peut avoir pour avancer sur ces travaux, du niveau de, de- de convergence en fait des acteurs, parce que vous pouvez aussi avoir deux éditeurs qui n'ont pas tout à fait les mêmes vues sur ce sujet-là. Bon, ben voilà, il faut pouvoir les écouter. Ils peuvent avoir des bonnes ou des mauvaises raisons, et il faut essayer de tirer en fait de tirer les leçons de tout ce qui peut exister. Donc, je, je vous rejoins sur le besoin et le fait que ce soit une bonne idée. Pour vous répondre sur un calendrier, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, c'est un dossier avec beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup d'acteurs qui ont à la fois pas forcément les mêmes objectifs ni les mêmes disponibilités. Donc, c'est un travail en soi. Mais je pense que ça se fera, hein, et je pense que ça Euh, correspond vraiment à un besoin. euh, euh, Est-ce que l'équivalent du SIAF en Allemagne ou en Angleterre, enfin, pays d'Europe ont déjà fait ce genre de livre blanc sur lequel on pourrait essayer de traduire, ou bien non, chaque pays avec son SIAF. Pourquoi je dis le SIAF? Parce qu'effectivement, ça serait un super beau pilote, tout simplement, bah, parce qu'il y a le côté interministériel, enfin, c'est pas que des mots, quoi, c'est des réalités derrière. Donc, est-ce qu'au niveau européen, il y a d'autres SIAF qui l'ont déjà fait, auquel cas, ben, on essaye de s'appuyer sur la norme italienne ou tchécoslovaque, peu nous importe, mais au moins, il y a un guide qui existe, quoi. Ou non, ça n'existe pas au niveau européen. Bah, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais je ne vous cache pas que je ne connais pas forcément tous ces sujets chez nos homologues, donc il est possible que ça existe quelque part et que je n'en ai tout simplement pas connaissance.
Voilà. Si quelqu'un dans l'assistance connaît des ressources, ils peuvent l'indiquer en séance dans le fil de discussion ou autre, hein, n'hésitez pas, hein. C'est toujours intéressant de partager les ressources. Euh, Il y a un livre blanc, enfin un guide qui a été fait par la BNF il y a quelques années, mais ça s'adresse plutôt aux réutilisateurs de la BNF et au réseau des bibliothèques. Mais ça explique en fait la politique de création d'identifiants uniques. Voilà. Mais bon, ce sont des choix de la BNF c'est clairement une source d'inspiration pour nous, hein. Très clairement, c'est un document fabuleux. Mais ça répond pas à l'intégralité des besoins parce que dans le secteur des bibliothèques en France, c'est très centralisé. Du coup, c'est relativement facile. Nous, quand on va vraiment s'attaquer au sujet, on aura une multitude d'acteurs et une multitude d'éditeurs logiciels, des gros, des petits, ceux qui ont beaucoup avancé sur le sujet, ceux qui n'ont pas trop avancé. Donc, il faut aussi tenir compte de la situation du terrain au moment où on commence et d'essayer d'amener tout le monde vers une cible commune, mais tout le monde n'a pas forcément le même chemin à parcourir. Merci, Monsieur Vigneault. Je vous en prie, avec plaisir. Ouais. Bah, nous n'avons pas d'autres questions. Bah, merci beaucoup, Monsieur Vigneault, pour votre participation et puis vos conseils et vos préconisations. Donc, je vous recontacte après pour la suite dans les ventes, Ouais, parce que nous prévoyons une petite publication comme ça, on mettra bien tous vos images et puis vos liens. ouais, super. N'hésitez Voilà. pas. Merci. Au revoir. Merci. Et encore aussi à fond. Voilà.